groupe que je représente, d'investir 40 millions de dinars à Mednine dans un site industriel promu par 5 jeunes Tunisiens qui va probablement, enfin on l'espère, créer 1000 emplois. Pour des raisons de confidentialité, je ne pourrais pas donner l'activité, mais bon, c'est une activité qui cible substantiellement la Libye, bien sûr la Tunisie, et donc ça veut dire que la machine s'est remise en route, et donc il faut qu'on se remette tout ça en route. Alors, dans le programme d'ADS, bon, l'entreprise, et essentiellement la PME, constitue la colonne vertébrale du secteur privé. C'est le premier vecteur pour la création d'emplois dans le secteur privé, contributeur à l'équilibre régional, au renforcement de la valeur ajoutée de l'export dans un contexte d'économie globalisée. La vision d'ADS est d'encourager la création d'entreprises en nombre, en rupture avec ce qui existe et ce qui a existé au cours des 5 dernières années, et surtout d'améliorer la compétitivité des entreprises existantes. Alors nous avons identifié 4 points que je vais essayer de détailler. Je m'excuse, c'est un petit peu technique, mais je pense que ça va intéresser certains d'entre vous. J'ai vu quelques chefs d'entreprise dans la salle. Concernant l'environnement de l'entreprise, qui est le premier grand chapitre, il s'agit de fluidifier l'environnement des PME par des consultations élargies régulières auprès de chefs d'entreprise. Nous avons pensé également, et ça a été repris par un parti politique aussi, à la désignation d'un médiateur ou de plusieurs médiateurs pour être les vis-à-vis des entreprises, quelqu'un qui serait réducteur de difficultés et qui pourrait en fait être la synthèse de toutes les difficultés qui se présentent à ceux qui créent des PME, et il n'y a que des difficultés au moment de la création. Donc, il s'agit d'identifier et de corriger les points faibles. Je prends à titre d'exemple aujourd'hui tous les chefs d'entreprise qui traitent avec les différents ports de la Tunisie savent de quoi je parle. Ils vivent une souffrance, j'en vois un qui hoche de la tête, ils vivent des souffrances et ça leur coûte beaucoup d'argent. Les ports tunisiens sont les ports les plus inefficaces en Tunisie et ça tient simplement au corporatisme d'une entreprise qu'il s'agit simplement de traiter. Il faut une volonté politique, il faut disons, un dialogue social constructif et je pense qu'il faut créer les conditions de la concurrence parce que le port de Rades ne peut pas rester dans les conditions dans lesquelles il est. Deuxième élément, il s'agit d'améliorer l'infrastructure primaire et secondaire pour réduire les coûts logistiques, notamment internes, et permettre aux entreprises d'être compétitives dans les régions reculées. Lui ou un chef d'entreprise à qui on demanderait d'investir au nord-ouest et qui a un surcoût logistique de 5 ou 10%, il ne peut pas le faire, quelle que soit sa bonne volonté et quels que soient les avantages fiscaux. Donc, il faut développer l'infrastructure, il faut le faire rapidement. Pour les activités de service, il faut faire ce qu'est en train de faire le Maroc. Pour ceux qui connaissent ce pays et qui font la route Casa-Rabat, il y a des dizaines de milliers de mètres carrés qui sont aujourd'hui en construction entre Casa et Rabat pour des zones d'offshoring. Et ces bâtiments sont clés en main, ils sont connectés et ils permettent à tout porteur de projet de s'installer rapidement à des coûts extrêmement compétitifs. Il faut qu'on fasse la même chose. Il ne faut pas avoir peur d'imiter les modèles qui réussissent. Alors, il faut, de notre point de vue, instaurer ou imposer une passerelle entre le système éducatif et le monde professionnel et renforcer les mécanismes d'insertion professionnelle. Siravi a parlé tout à l'heure de l'obligation d'accueillir des stagiaires. On pense que raisonnablement, une entreprise qui a plus de 20 personnes devrait s'engager à en accueillir et devrait le faire par la voie de la loi. Ensuite, et enfin, sur l'environnement de l'entreprise, encourager et veiller à la préservation d'un bon climat social entre les différents partenaires sociaux de l'entreprise. C'est le rôle de l'État, bien sûr, il y a des organisations syndicales, il y a des organisations patronales, mais l'État doit également assumer son rôle, et ce qui s'est passé à Sfax au cours des dernières semaines nous semble totalement inacceptable, et si l'État était intervenu de notre point de vue, les choses ne se seraient pas envenimées comme elles l'ont été. Ensuite, le deuxième grand chapitre, c'est le marché. Pour tous ceux qui créent une entreprise en Tunisie, ils savent que notre marché est très réduit, quel que soit le secteur d'activité. Et donc, il faut que l'État veille à élargir nos frontières, virtuellement, bien entendu, mais il faut que l'État veille à le faire. Alors là, on a identifié 6 points. D'abord, élargir les perspectives commerciales des PME en lançant de grands projets publics, et notamment dans l'éthique. Le premier rôle de l'État, c'est de lancer la commande publique là où elle est utile. Siravi a parlé de e-government, c'est un des chantiers possibles, mais il y a beaucoup de chantiers d'infrastructure et c'est des chantiers qui peuvent permettre en fait à des PME de travailler. Alors, elles peuvent travailler si elles sont favorisées au niveau de l'accès aux commandes publiques. Il faut bien sûr des normes,
Mais il faut, à mon avis, le faire par la loi, parce qu'une PME qui se crée et qui n'a pas d'historique, et à qui on demande dans le cahier des charges qu'elle ait un historique, si les personnes qui portent la PME ont un historique et arrivent à rassurer, ben, il faut qu'ils puissent accéder à la commande publique. Il faut définir un pourcentage et il faut pousser l'entreprise tunisienne. Ensuite, il faut accélérer le règlement des marchés publics pour les entreprises après due réception des produits et services. Et quand on voit les comptes clients des entreprises qui traitent auprès des marchés publics, c'est parfois une des raisons qui mettent en difficulté les entreprises, notamment en phase de démarrage. Ensuite, il faudrait renforcer les accords de libre-échange avec les partenaires historiques. Alors j'entends ici ou là qu'il faut diversifier nos partenaires, mais il faut déjà, pour tous ceux qui sont dans des activités industrielles, on sait parfaitement que le premier axe de développement, c'est de capitaliser sur les clients qu'on a déjà. Notre premier partenaire, c'est l'Europe. Il faut d'abord cibler l'Europe et renforcer en fait l'accord de partenariat avec l'Europe et puis développer des partenariats privilégiés avec d'autres pays. Ensuite, élargir ces accords à de nouveaux partenaires en faisant une priorité de notre politique étrangère. Pour tous ceux qui ont eu à traiter avec nos chancelleries à l'étranger, ils savent de quoi je parle. Le niveau est extrêmement bas et je pense que la première vertu aujourd'hui de nos chancelleries, c'est pas de fêter les différentes, d'être présent dans les différentes réceptions, mais c'est de porter le message de nos entreprises, notamment. Ensuite, deuxième grand chapitre, donner une grande impulsion aux activités agricoles. Madame Lartier en a parlé, donc je ne vais pas m'attarder dessus, mais il s'agit là aussi de faire des efforts d'infrastructure importants, et il y a beaucoup d'argent à lever, notamment en ce qui concerne la problématique de l'eau. Renforcer les mécanismes de soutien du développement des PME à l'international en améliorant la logistique vers les pays ciblés. Vous savez, la semaine dernière, j'ai appris qu'il y a des navettes en fait qui faisaient que la Tunisie était très proche du Maroc, qu'on pouvait livrer en flux tendu le Maghreb. Eh bien, ces navettes ont été arrêtées, et ça c'est un frein, et c'est un coup très très dur pour les entreprises qui ciblent ce marché. Donc quand on veut traiter sur un marché, il faut pouvoir avoir des fréquences, que ce soit pour les marchandises ou pour les personnes. Pour tous les Tunisiens qui travaillent en Afrique, ils savent également de quoi je parle, et notamment les SS2I qui peuvent faire beaucoup de choses en Afrique. Ensuite, libéraliser l'investissement des entreprises dans le Maghreb avec un focus particulier sur la Libye et libéraliser l'accompagnement de ces entreprises par les banques locales pour leurs besoins en crédit. Aujourd'hui, si on veut élargir notre marché, il faut qu'une entreprise industrielle qui a l'opportunité de pouvoir s'installer en Libye puisse le faire sans aucune autorisation et sans attendre l'accord d'un fonctionnaire, quelle que soit sa compétence. Ce n'est pas du tout péjoratif, il faut qu'elle puisse le faire, parce qu'il n'y a rien de mieux que le chef d'entreprise pour le faire. Alors, quand je pose cette problématique, on me dit toujours, mais la Banque centrale finit toujours par donner l'accord. Oui, elle finit par donner l'accord, mais 6 ou 7 mois plus tard. Et 6 ou 7 mois plus tard, ce n'est plus la même problématique. Ensuite, la mise en valeur de la marque Tunisie pour pousser la consommation de produits et services tunisiens. Et je vois Hichem Loum ici, et je reprends son idée, attirer des champions dans l'industrie, essentiellement dans les activités structurantes, comme l'automobile. Si on attire un constructeur automobile, on sait ce qu'on attire derrière, et on sait le travail que ça peut donner aux entreprises intervenant dans les composants derrière. Donc ça, c'est aussi c'est l'affaire de l'État. Et pour que le Maroc soit capable d'attirer Renault, on sait que ça s'est traité au niveau du souverain et que c'est lui qui a fait l'effort marketing pour vendre la plateforme Maroc à Renault, et on sait quels sont les effets induits pour l'industrie marocaine au point où des industriels tunisiens se sont installés au Maroc.